Salut à tous, ici Geoffrey et promis on ne m'a pas forcé et je n'ai pas perdu un pari, j'avais envie de parler de la série The Walking Dead. Parce que souvenez-vous, avant de devenir le dindon de la farce, c'était un festival de tripes de première qualité, ou presque. Après 11 saisons de pas très bons ni loyaux services, la série adaptée de comics de Robert Kirkman touche enfin à sa fin. 12 ans, 11 saisons, 173 épisodes, environ 1400 morts, c'est Walking Dead Wikipédia qui le dit, et beaucoup de problèmes, de lassitude, de tourner en rond, voire de foutage de gueule, et de fou rire tellement c'était devenu n'importe quoi. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais pas vous expliquer pourquoi The Walking Dead est probablement devenu aussi pourri que ces zombies, parce qu'on a tous mieux à faire que d'écouter ça, franchement. Non, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est au contraire des moments où The Walking Dead était bien. Quand la série était bien écrite, avec des enjeux, des personnages, des ambitions, ou si vous voulez la version plus cool, quand on avait du sang, des tripes, du zomblard en pagaille, et que ça avait du sens. Bref, on va parler de quelques-unes des meilleures morts de The Walking Dead. How do you want yours to end? Yo, je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous parler de notre partenaire Filmo. Filmo, c'est une plateforme de SVOD qui propose des films à la carte et via un abonnement sans cesse renouvelé. Et si vous en avez marre des bêtes algorithmes qui vous recommandent toujours les mêmes films, là au moins vous avez un vrai travail d'éditorialisation avec des films cultes et populaires et des pépites venues des quatre coins du monde. Il y a 2 semaines d'essai gratuit, puis un abonnement à 6,99 € par mois sans engagement. Et en ce moment, avec le code promo ELFILMO, vous pouvez profiter de 2 mois gratuits. Tout ça est dans la description de la vidéo. Quand je vous parlais d'équilibre entre des gros classiques et des claques plus contemporaines, j'en ai l'exemple parfait avec les 2 films que je veux vous présenter aujourd'hui et qui débarquent sur Filmo en novembre. D'abord, laissez-moi revenir sur l'indispensable Docteur Folamour de Stanley Kubrick, où l'on suit en pleine guerre froide un conseil de guerre à l'approche d'une potentielle apocalypse nucléaire, et non, je vois pas du tout le rapport avec l'actualité. Le style sec et tranchant du cinéaste est ici au service d'une satire aussi brillante que terrifiante. On sait que Kubrick est doué pour l'humour pince sans rire qui te glace le sang, mais dans le cas de Docteur Folamour, ça te fige dans un rictus gêné permanent, ce qui ne fait que confirmer la modernité d'un film sur les pires travers d'une humanité qui reproduit encore et toujours les mêmes erreurs. Donc abonnez-vous à Filmo avant qu'on meure tous. Et mon deuxième film plus contemporain est lui aussi sur un mec toc-toc puisqu'il s'agit de Nightcall avec Jake Gyllenhaal qui livre ici l'une des meilleures performances de sa carrière dans la peau de Lou, un mec sacrément opportuniste qui traîne dans Los Angeles à la recherche d'images chocs à filmer pour les chaînes d'infos. On suit ce mec clairement paumé qui exploite le système libéral de la pire des manières pour espérer arriver au top de la chaîne alimentaire. C'est non seulement une déambulation nocturne franchement envoûtante, mais aussi le reflet pervers d'une génération nourrie à la culture du spectacle dans ce que ça a de plus vomitif. C'est franchement génial et flippant, donc profitez-en avec le code promo ELFILMO. Allez, on commence par une mort simple, cruelle et efficace. C'est la mort de Noah dans la saison 5. Noah, vous savez, c'est le personnage porte-parole malgré lui des dangers inhérents aux porte-tambours en cas d'apocalypse zombie. À tel point qu'il aurait pu avoir sa place dans le générique de début de Bienvenue à Zombieland, puisque le pauvre garçon est bouffé tout cru à cause de ce système de porte tourniquet. Ça se passe dans l'épisode 14, quand Glenn, Noah et ce bâtard nommé Nicholas s'échappent d'un entrepôt et se retrouvent piégés dans cette foutue porte-tambour. D'un côté, il y a Glenn et Noah. De l'autre, il y a Nicholas le bâtard. Derrière eux des zombies, devant eux la sortie. Si la porte tourne dans un sens, elle offre une issue d'un côté, mais ouvre forcément le buffet des zombies de l'autre. C'est donc un sacré piège pervers que Jigsaw n'aurait pas renié dans Saw, et qui impose au trio de collaborer pour maintenir les portes fermées et trouver une solution. Mais très vite, Nicholas le bâtard panique, il s'échappe de force pour sauver sa peau. Conséquence directe, des zombies s'engouffrent du côté de Glenn et chopent Noah. Alors déjà rien que ça, c'est méchant et donc on aime beaucoup, mais ce n'est pas fini, puisque Noah se retrouve ensuite la tronche collée sur la vitre, histoire qu'on le voit bien se faire bouffer, et histoire que Glenn de l'autre côté soit spectateur de ce massacre. Il voit donc son pote se faire bouffer et ne peut rien y faire. C'est évidemment cauchemardesque, et c'est une idée de mise à mort toute simple qui rappelle pourquoi on aime autant les histoires de zombies. Mention spéciale à ce plan sur la bouche élargie à la main, un sacré do-it-yourself du sourire du Joker. Une autre mort que j'étais obligé de caser parce que franchement j'ai toujours pas compris si je la trouve géniale ou grotesque, mais en tout cas je l'ai pas oubliée, c'est celle de Denise dans la saison 6, épisode 14. Oui, Denise, c'est elle qui se prend une flèche dans la tête en plein discours sous les yeux de Daryl et Rosita. Les fans savent que cette mort est adaptée de celle d'Abraham dans les comics, mais quand même ça reste un choc. Pas parce que le personnage de Denise est particulièrement attachant, bien écrit, d'ailleurs c'est même le problème ici pour moi, on se fout un peu de Denise qui est passée dans 9 épisodes seulement, donc sa mort n'a pas un grand impact
impact émotionnel, d'où le côté presque comique, ou alors c'est que vraiment je dois retourner en thérapie. Mais ce qui fonctionne très bien dans cette scène, c'est le fait que tout se passe au beau milieu d'une discussion un peu plan-plan, où Denise explique la vie à Daryl et Rosita. Elle veut les aider à affronter leurs problèmes, à grandir, à être de meilleures personnes, blabla, on connaît tout ça, et c'est en plein milieu de ce monologue légèrement chiant qu'elle se prend une flèche dans la gueule, comme pour lui dire « mais la ferme, Denise ». C'est à la fois un parfait effet choc et presque un aveu de la part des scénaristes, peut-être, comme s'ils savaient que ces longs discours, ces gens qui parlent trop de leur vie et de leurs problèmes, c'était devenu un peu un des problèmes de la série et que c'était quand même un peu chiant à regarder. Alors peut-être que j'extrapole, mais je préfère me dire que non. Surtout que si on voit la tronche de Norman Reedus à l'écran, qui a l'air tellement investi dans la scène qu'on dirait qu'il fixe un mur, je me dis que c'est vraiment pas si exagéré. Allez, on passe aux choses sérieuses avec un petit massacre inoubliable de la saison 6. C'est celui de la famille Anderson quand Jesse et ses fils Sam et Ron sont massacrés sous les yeux de Rick et sa bande quand ils essaient de fuir Alexandria envahie de zombies. Ok, je triche parce que là on a 3 morts d'un coup, mais on va dire que c'était en package. Tout ça se passe dans l'épisode 9 de la saison 6 et c'était le premier épisode de la deuxième partie parce que oui, The Walking Dead aimait bien couper ses saisons en deux. Là on avait donc laissé nos héros dans une Alexandria devenue un cauchemar et ils se préparaient à s'enfuir discrètement grâce à la fameuse méthode des boyaux étalés sur le jean pour passer incognito parmi les morts vivants. Un sacré défi pour les nerfs puisque, après, il faut marcher parmi les zombies en restant calme, histoire de pas attirer leur attention. Il ne suffit pas de tuer le cadavre pour passer inaperçu, il faut aussi rester stoïque. Évidemment et heureusement pour cette vidéo, ça se passe très mal. Le petit Sam commence à craquer, ce qui lui vaut d'être bouffé. Sa mère Jessie a du mal à gérer le spectacle, ce qui lui vaut d'être bouffé à son tour. Comme elle tient fermement la main de Carl, Rick la lui tranche, ce qui agace un peu Ron. Ron s'apprête à tirer sur Rick, mais Michonne l'empale. Et comme tout ça c'était pas assez, c'est Carl qui se prend la balle dans la gueule et malheureusement il ne meurt pas, il perd juste son œil. Cette scène c'est exactement ce à quoi devait ressembler The Walking Dead, en tout cas pour moi. Une petite boucherie cruelle qui rappelle que la survie est toujours plus simple en théorie qu'en pratique et que l'effet boule de neige du cauchemar peut devenir rapidement incontrôlable. La scène est d'autant plus mémorable qu'elle réaligne plusieurs visages de l'horreur en quelques minutes. On a Sam qui ne peut pas supporter la vision d'un enfant zombie, on a ensuite Jesse qui ne peut pas supporter la vision de son enfant dévoré, et ensuite on a Ron qui ne peut pas supporter de voir sa famille dévorée. De son côté, on a aussi Rick qui devra supporter de voir une miette de bonheur disparaître avec les tripes de Jesse, avec qui il avait commencé un peu à reprendre goût à la vie après la mort de Laurie. Ce qu'on voit dans cette scène, c'est l'horreur, bien sûr, mais aussi et surtout le désespoir. C'est difficile, voire impossible, de lâcher la main de l'autre, littéralement, pour avancer, parce que si le prix de la survie c'est un tel désespoir, ça mérite peut-être pas de continuer. C'est ce qu'on ressent quand Jesse se laisse finalement bouffer. Sur son visage, il n'y a plus de la tristesse ou de l'effroi, on voit le vide, celui du désespoir et de l'abandon total. Si c'est ça survivre, à quoi ça sert en fait de survivre? C'est ça que la scène met en scène. Que la scène met en scène? Bon. Et ce désespoir est contagieux comme une morsure de zombie. Comme des dominos, tout semble sur le point de s'écrouler cadavre après cadavre. Parce que quand Rick voit lui aussi Jesse se faire bouffer, il est à son tour au bord du précipice. Lui aussi, il se dit qu'il ferait peut-être bien d'abandonner à son tour et on le voit sur son visage. Évidemment, on a droit à des petits flashbacks ensoleillés, c'est pas le truc le plus subtil de la scène, mais ça met bien en avant la pulsion de mort, voire d'autodestruction qui prend d'assaut le groupe. Pendant un instant, Rick, le héros de la série, semble prêt à s'abandonner, à mettre un terme à ce cauchemar sans fin, avant d'être ramené à la vie grâce à son fils Carl. Il lui parle, il est lui aussi en danger, exactement comme Sam avec Jesse. L'horreur est sur le point de se reproduire, et Rick voit très bien ce qui va se passer, ça va se passer de la même manière. Soit il arrête de se battre, et il arrête ce cauchemar, soit il redouble d'efforts pour surpasser l'horreur avec un degré de violence supérieur. C'est ce qu'il fait, il sort sa hache et il coupe le bras de celle qu'il aime, pendant qu'elle se fait bouffer sous ses yeux. C'est ça le prix de la survie. À sa façon, Ron décide lui aussi de se battre, c'est pour ça qu'il veut tuer Rick, c'est une autre manière de réagir et une autre manière d'essayer de survivre. Et quand Michonne décide de le stopper en l'empalant, c'est là encore une autre manière de se battre pour survivre. Tout ça se passe en 2-3 minutes et c'est extrêmement riche sur le thème de la survie et du prix à payer pour y arriver. Mais c'est vraiment dans ce néant qu'on aperçoit dans les regards des gens, notamment celui de Rick, le héros de la série, tout ça au beau milieu de cette ville refuge devenue l'enfer, que la série touche un pic d'horreur total pour moi, et c'est pour ça qu'elle est si forte cette scène. Et en plus, elle saura satisfaire toute personne sadique qui a un problème avec les mioches un peu relous. Et justement, on reste sur des enfants parce que c'est toujours amusant et méchant, mais on retourne en arrière dans la série, dans la saison 2 de The Walking Dead. Alors tout le monde aime défendre la saison 1, qui est apparemment une des meilleures, voire la meilleure, mais j'ai envie de dire que la deuxième saison était vraiment solide et creusait encore plus les relations entre les personnages, grâce à cette pause dans la ferme du personnage Herschel. Et l'une des meilleures idées de cette saison 2, c'était la mort de Sophia, la fille de Carol. Sophia est portée disparue au tout début de la saison 2 quand le groupe est bloqué sur une autoroute et s'enfuit pour échapper à des zombies.
Rick perd sa trace en essayant de la protéger, et quand tout le monde s'installe dans la ferme et que ça commence à être clairement tendu entre les personnages, notamment Rick, Shane et Laurie, c'est le grand mystère en toile de fond, mais où est passée Sophia? On découvre dans l'épisode 7 qu'en fait, évidemment, Sophia est morte depuis un moment. D'ailleurs, c'est le titre de l'épisode. Mais c'est pire que ça en fait. C'est un zombie et elle était là, quasiment sous les yeux des personnages depuis le début, dans la mystérieuse grange de Herschel qu'il gardait fermée. Quand Sophia sort finalement de la grange transformée en zombie, ce n'est pas seulement son cadavre qui est mis à jour sous un soleil de plomb. C'est tous les problèmes de ce groupe et le fait que les secrets, les non-dits et les rancœurs commencent à les faire pourrir de l'intérieur. Sophia est un miroir qui montre que quelque chose est bel et bien en train de moisir dans le groupe des survivants et que personne ne peut ou ne veut regarder cette réalité en face. La tension entre Rick et Shane monte de manière dangereuse, Herschel n'arrive tellement pas à accepter la réalité de ce nouveau monde qu'il a simplement enfermé ses proches zombifiés dans la grange au cas où il pourrait être sauvé un jour, et le monde est finalement confronté au vrai visage de l'horreur avec Sophia, preuve terrifiante de l'impuissance des adultes et des parents dans cet enfer. Oui, des parents, parce que rappelons que c'est dans cette saison que Carl se prend une balle au tout début, et c'est pas anodin. C'est d'autant plus tragique que Sophia sortait à peine d'un enfer autrement plus réaliste avec la mort de son père Ed, qui de toute évidence abusait d'elle et sa mère Carol. Cet épisode est réalisé par Michelle MacLaren qui a un CV quand même assez énorme puisqu'on a notamment X-Files, Breaking Bad, Game of Thrones ou encore Westworld. Et la scène est emballée avec un réel savoir-faire histoire de rendre ce moment encore plus fort. Tous les personnages sont placés comme sur une scène de théâtre, comme pour mieux les forcer à regarder la réalité en face. C'est simple mais très efficace et c'est aussi l'occasion de souligner que Bear McCreary a composé quelques très beaux morceaux pour The Walking Dead, du moins au début de la série quand tout ça avait encore du sens. On finit par la mort la plus cruelle et tragique de la série pour moi en tout cas, c'est la mort de Lizzie dans l'épisode 14 de la saison 4. C'est certainement l'une des morts les plus fortes de The Walking Dead pour la simple et bonne raison qu'elle est le résultat d'une longue descente aux enfers qui touche un nerf particulièrement sensible. Comment un enfant peut-il grandir et se construire dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus de société mais seulement la survie? Comment peut-il être sain dans un monde aussi fou? L'épisode s'appelle Le Verger et il aurait pu être un remix de La Petite Maison dans la Prairie. En route vers Terminus, Carol, Tyrese, Judith, Lizzie et sa sœur Micah s'arrêtent dans une maison pour se reposer quelques jours, voire toute une vie. Sauf que c'est précisément le terminus pour Lizzie dont la folie galopante touche un sommet lorsqu'elle tue sa sœur pour prouver que les zombies sont nos amis. C'était la dernière étape pour cette gamine qui nourrissait les zombies, leur parlait et avait complètement perdu toute notion de bien et de mal dans un monde où la mort est plus présente que la vie. Alors on en a vu des gamins tués dans The Walking Dead, mais là c'est pas à cause d'un méchant zombie et c'est pas une situation non plus comme quand Michonne tue Ron parce qu'il voulait tuer Rick. On est face à ce qui ressemble au visage de l'innocence. Quand Carol la tue, Lizzie pleure, elle ne comprend pas, elle est perdue, elle est fragile, elle a beau avoir fait des choses clairement gênantes et problématiques et radicales, ça reste une enfant qui n'a aucun repère. C'est le fruit pourri de ce monde pourri et une preuve ultime que, peut-être, tout espoir est perdu pour l'humanité. En s'attardant ainsi sur la tragédie d'une enfance brisée et aggravée par le cauchemar, The Walking Dead a atteint pour moi un stade de maturité assez rare dans la série. La fameuse scène finale est simple, sobre, écrite et filmée avec intelligence, et même les petits symboles faciles comme les fleurs et la biche, ça fonctionne parce qu'ils ont été établis et chargés de sens au préalable. Et bien sûr, il y a le talent de Melissa McBride, l'interprète de Carol. Alors Brighton Charbino qui joue Lizzie est super dans un rôle qui est complexe, mais pour moi c'est vraiment Melissa McBride qui a tiré son épingle du jeu dans toute la série, mais surtout dans cette scène. Carol est l'un des personnages les plus riches de The Walking Dead et l'actrice est vraiment pour moi l'une des meilleures dans toute la série. Elle a un truc que je trouve assez fantastique et dans cette scène c'est évident. D'ailleurs ça me fait repenser à The Mist, le film d'horreur réalisé par Frank Darabont, qui est justement l'un des co-créateurs de The Walking Dead. Dans ce film, Melissa McBride avait un tout petit rôle, mais la scène où elle quitte le supermarché et le regard final qu'elle lance au héros dans cette fin traumatisante, rien que là, Melissa McBride était mémorable, donc oui, revoyez The Mist. Alors bien sûr, j'aurais pu citer plein d'autres morts, c'est seulement une petite sélection personnelle. J'avais aussi envie de ne pas forcément aller sur les évidences comme Shane, Laurie ou Glenn, même si j'ai un peu hésité à parler de ce foutage de gueule sur la fausse mort de Glenn sous la poubelle, mais j'avais pas envie d'être méchant aujourd'hui. Et en parlant de méchanceté, Écran Large a besoin de vous pour continuer à exister et être méchant. Si vous en avez les moyens et l'envie, bien sûr, vous pouvez donc vous abonner à Écran Large pour nous soutenir. Et en plus, ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine où l'on parle de quantité de bonnes choses. Par exemple, Ali réalisé par Michael Mann, Tigre et Dragon ou encore Chronicle. Le lien pour s'abonner est en description de la vidéo. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, bon courage si vous regardez The Walking Dead jusqu'au bout, on veut bien votre témoignage, et à bientôt sur Écran Large pour Cloud Atlas. Salut!